Alors, bienvenue à tous pour cet atelier numéro 2 qui porte sur l'ARB demain. Quelle perspective de développement. On a déjà eu beaucoup de matière tout au long de la matinée de ce début d'après-midi avec plein d'idées. Une nécessité d'être plus visible, ça c'est bien ressorti aussi. Alors l'approche qu'on a souhaité employer pour cet atelier, c'est une approche un peu par l'expérience de ce que font d'autres ARB, en particulier l'ARB du Centre Val-de-Loire, puisque Catherine Bertrand a eu la gentillesse de se mobiliser pour nos assises. Et elle est directrice donc, de l'ARB du Centre Val-de-Loire et elle va pouvoir nous présenter deux expériences en particulier, mais on pourra, voilà, au cours des questions, s'il y en a, on pourra échanger sur d'autres points. Mais en tout cas, elle va vous présenter deux exemples. L'un qui a trait à la mobilisation des acteurs avec le Biodiff Tour, et l'autre qui a trait à l'accès à l'information avec le portail biodiversité développé par le Centre Val-de-Loire, une approche un peu unique en France, en tout cas à ce point-là. Il n'y a pas... C'est la seule ARB à proposer ça, donc elle nous présentera ça. Avant de rentrer dans le détail de ces exemples, je vais vous faire un petit point rapide pour que vous ayez aussi une vue des ARB en France, parce que donc on n'est évidemment pas les seuls. Toutes les régions de France, les territoires d'outre-mer sont structurés ou sont en train de se structurer, en tout cas quasi tous. Il y a peu de territoires qui ne se sont pas dotés d'ARB. Donc voilà, vous avez la carte produite par l'OFB qui montre les territoires, les régions, enfin les ARB structurées, en cours de structuration, ou celles pour lesquelles il n'y a encore pas vraiment de processus, processus émergent ou peu existant. Voilà. Donc 12 ARB constitués aujourd'hui, 6 en cours de préfiguration, un réseau, alors pas complètement formalisé, mais en tout cas un réseau qui fonctionne entre les ARB qui nous permet d'échanger, de partager, de mutualiser. Ce diaporama en est un exemple puisqu'il a été préparé par le réseau des ARB en fait. Donc voilà, ça montre à quel point on a le souhait de coopérer les uns avec les autres. Donc les ARB ont des champs d'intervention qui sont pour bonne partie communs en fait. On travaille tous sur l'amélioration et la valorisation des connaissances sur l'état de la biodiversité, sur les pressions, les enjeux. On contribue tous alors à divers niveaux et par différents moyens, mais on contribue tous à l'élaboration et à l'animation de stratégies régionales, biodiversité, espèces exotiques envahissantes, voilà, tout un tas. Et puis, au-delà de ça, de manière un peu transverse, on est appelé à participer sur tout un tas de politiques régionales, mais aussi plus locales. On accompagne tous les porteurs de projets dans des démarches de préservation et de reconquête de la biodiversité. Donc là aussi, avec des niveaux et des outils qui peuvent varier. On produit des outils de sensibilisation et de formation des publics et des acteurs sur les sujets biodiversité. Voilà, pareil, la formation, c'est pas forcément déployé de la même manière partout. On a des ARB qui sont vraiment quand même des partenariats avec le CNFPT, par exemple, et qui sont très proactifs en la matière, d'autres un petit peu moins, mais quoi qu'il en soit, tous à un niveau ou à un autre, c'est un outil qui permet de transmettre un certain nombre d'informations, de données, donc on l'utilise quand même tous. Et puis, on anime des réseaux professionnels. Donc là, ça peut être le réseau TN, réseau, pour ce qui nous concerne, le réseau ERC, éviter, réduire, compenser, des réseaux de gestionnaires d'espaces naturels, par exemple. Voilà. Donc, un socle un peu commun, mais qui s'adapte un petit peu différemment en fonction des régions. La diapo d'après, elle est là pour... Elle apporte quelques chiffres clés. Alors, c'est des chiffres de 2023 qui permettent de prendre un petit peu la mesure de l'action des ARB en France.
Donc quand même 1200 porteurs de projets conseillés ou accompagnés, c'est pas anodin, ça montre quand même que même si on a des efforts, en tout cas pour ce qui nous concerne en Nouvelle-Aquitaine, des efforts à faire en termes pour se rendre visible et pour être davantage sollicité, on voit quand même que l'ARB est un établissement, ce sont des établissements qui sont assez sollicités en France. 412 TEN accompagnés en 2023 à l'échelle nationale. 14 000 participants aux événements, donc ça c'est tout type d'événements confondus, des journées thématiques, des formations, des visites de terrain, des webinaires, voilà, tout confondu. Ça fait quand même du monde qui se trouve touché par les actions des agences. 36 000, plus de 36 000 contacts, évidemment, c'est pas un chiffre précis, mais ça donne quand même une idée, là aussi, via les listes de diffusion notamment. Ça donne une idée de la force de frappe des agences. 380 aires éducatives marines ou terrestres accompagnées. Alors finalement, c'est assez peu, parce qu'en France, je crois qu'il y en a à peu près 1000, mais ça ne transite pas forcément partout par les ARB. C'est souvent les directions régionales de l'OFB qui animent ce dispositif, comme il est une émanation directe de l'OFB. Donc ça justifie la différence. Oui, c'est le cas chez nous d'ailleurs en Nouvelle-Aquitaine. Ça ne transite pas aujourd'hui par l'agence, mais en tout cas, il y a des territoires où c'est le cas et ça permet d'avoir une offre d'accompagnement encore un petit peu différente sur ces territoires-là. 42 réseaux métiers à travers le pays sur différents sujets que j'ai évoqués à l'instant. Donc voilà, ça montre, ça illustre un peu concrètement l'action des agences. Ces diapos-là, il y a deux diapos, deux ou trois, elles montrent un peu à la fois ce qui est partagé, le tronc commun. Donc, par exemple, on est tous, les ARB contribuent tous à l'animation, ou en tout cas, elles agissent sur les reconnaissances des territoires engagés pour la nature. Alors là aussi, sans doute avec des degrés un petit peu différents, mais en tout cas, ça c'est commun pour toutes les agences. On fait tous de l'appui au portage aux monteurs de projets, alors avec des outils différents. Certains travaillent plus sur l'accompagnement financier, d'autres sur l'accompagnement méthodologique, d'autres, nous c'est le cas, on va aller vraiment de manière opérationnelle sur l'accompagnement à l'élaboration de stratégies locales de biodiversité. Donc voilà, tous avec des outils et des degrés différents, mais on est tous sur ce champ-là. Animation de réseau, je l'ai dit, formation, sensibilisation. On produit des publications, on le fait tous. Nous, on produit en Nouvelle-Aquitaine des panoramas, des stratégies, des chiffres clés sur des stratégies régionales. Par exemple, on produit les expositions, les kakémonos que vous avez pu voir. Ça fait partie de nos outils de sensibilisation. Et puis des missions qui sont partiellement partagées. Alors on a tous des observatoires, on travaille tous avec les SINP, ou presque tous. Il y en a, je crois qu'il y a des ARB qui ne portent pas d'observatoire, mais elles sont minoritaires. Globalement, c'est quand même un champ d'action partagé. Mais le SINP, en revanche, il y a moins d'agences qui animent le SINP. Oui, absolument. C'est plutôt des travaux d'acteurs, soit de réal, soit conservatoire. Absolument. L'animation de réseaux de gestionnaires d'espaces naturels. Alors, pas chez nous en Nouvelle-Aquitaine, mais dans d'autres, l'Occitanie, me semble-t-il, est très investie sur cette animation-là. Là, pour le coup, c'est le cas chez nous. On va animer la reconnaissance entreprise engagée pour la nature. On est, Nicolas, 4 agences, je crois, 4 ARB à s'engager sur ce dispositif-là. On l'a dit, les aires éducatives, c'est pareil. Le Biodif Tour, alors qu'il y a en fait une sorte de label qui a été déposé. Tu nous en diras plus tout à l'heure, Catherine. Mais voilà, qui est du coup, qui peut être utilisé par toutes les ARB si elles souhaitent se lancer dans ce type d'accompagnement. Du mécénat aussi, mécénat naturel, qui est proposé. Alors, je crois que c'est Bretagne peut-être. C'est Normandie. Normandie. Voilà. Et puis Sud-PACA. Ok. Projet Life Artisan qui a été mis en place dans pas mal de territoires régionaux. Voilà, entre autres choses. Donc ça, c'est des missions qu'on retrouve pas partout, mais dans pas mal de territoires régionaux. Et puis, il y a des choses beaucoup plus spécifiques, des actions beaucoup plus spécifiques et ponctuelles, des actions sur les trames noires, des coopérations internationales. L'Arbre Sud travaille sur la question du plastique, la réduction des déchets plastiques, par exemple. Il y a des ARB qui portent des observatoires des milieux aquatiques.
Il y a une ARB qui porte une mission loup avec un médiateur. Voilà, Bourgogne-Franche-Comté, absolument, avec un médiateur loup. Donc voilà, en fonction des enjeux régionaux, les ARB peuvent, ont un format souple qui leur permet de proposer différents types d'outils, différents types d'accompagnement. Et c'est ce qui est vraiment intéressant aussi dans notre format. Donc voilà, ça c'était un peu pour, en préambule pour alimenter, dire qu'on n'est pas les seuls, d'autres choses se font. C'est aussi bien d'aller voir ce que les collègues font dans les autres régions. En tout cas, nous, on essaye de s'en inspirer. On est beaucoup en réseau, alors entre les directeurs, mais aussi, Nicolas, il n'y a pas longtemps, tu étais en lien avec plusieurs ARB puis au forum biodiversité économie, beaucoup d'échanges, beaucoup de liens, et c'est véritablement une force pour nous, pour aller puiser des exemples. Donc voilà, place aux exemples du Centre Val-de-Loire avec Catherine. Et peut-être juste un mot d'introduction pour dire qu'effectivement, la loi biodiversité de 2016, elle a laissé cette possibilité à chaque territoire régional de choisir sa forme juridique, parce qu'on est des EPCE, des établissements publics de coopération environnementale, mais il y a aussi un GIP en Normandie, un service de l'Institut Paris Région en Île-de-France, enfin voilà. Et surtout de s'asseoir sur l'historique, de tenir compte de l'historique. Alors vous, avec la fusion des régions, vous avez un historique particulièrement riche, un territoire particulièrement grand. Ce n'est pas notre cas au Centre Val-de-Loire. On a été, je ne sais pas si c'est épargné ou mis de côté, mais on est resté dans le format initial, avec 6 départements. Mais c'est vrai que ça, c'est un vrai atout. Ça permet à chaque territoire et donc à chaque agence de construire son projet par rapport à l'organisation qui préexistait. Parce que le but, au moment de la création, en tout cas dans notre région, ça a été de dire il ne faut surtout pas que si cette agence se crée, elle vienne faire à la place d'eux. L'idée, c'était vraiment qu'elle ait un positionnement complémentaire dans un rôle de facilitation et puis avec pour public cible prioritaire les collectivités, considérant que de par leurs compétences, leur action, elles avaient un rôle essentiel sur les territoires. Donc le premier outil à vous présenter, c'est le BiodiveTour. Alors je vais le faire de façon très succincte, peut-être juste vous dire qu'on ne l'a pas inventé. Ce sont les collègues des Hauts-de-France qui ont initié une démarche de cette nature en tout premier. Ça s'appelle le DD-Tour, le développement durable tour. Alors entre biodiversité et développement durable, finalement, on aborde des sujets tout à fait similaires. Donc ce sont des visites professionnelles, gratuites. Et nous, on a fait un BiodiveTour collectivité pour démarrer. L'idée, c'est d'aller au-delà et d'en faire une déclinaison à l'attention des entreprises, notamment dans le cadre de l'animation des acteurs économiques qu'on va initier avec les 3 autres ARB engagés. Donc l'objectif, c'est vraiment de permettre le partage d'expériences en découvrant des projets qu'ont conduit d'autres collectivités. Donc des échanges entre pairs, on le sait tous, il n'y a rien de tel que d'échanger avec des homologues pour comprendre comment les projets ont vu le jour, quels ont été les objectifs initiaux, par quoi on est passé quand on a monté le projet. Donc autour de 2 grandes entrées qui sont la biodiversité et la transition écologique. Pour rentrer un petit peu dans le concret sur le rôle de l'ARB dans la constitution du BiodiveTour, il y a une première étape qui est de s'entourer d'un groupe de travail dédié avec des acteurs qui connaissent le territoire et donc des actions qui peuvent être inspirantes à découvrir. Ensuite, on sollicite les collectivités dont on sait qu'elles ont une action intéressante de façon à savoir si sur le principe elles adhèrent à l'idée, si elles seraient d'accord pour accueillir des groupes autoconstitués d'élus et de techniciens. Et si elles sont partantes, on définit avec elles le circuit de visite de façon à garantir une forme d'harmonie, si vous voulez, entre le catalogue de visites qui est proposé, de façon à ce qu'on ait des schémas qui se ressemblent et que lorsque des collectivités se déplacent, elles aient une forme de garantie de ce qui va leur être proposé comme découverte. Et puis, on a un rôle de communication sur les visites, soit des visites qui sont programmées avec les collectivités hôtes, en nous disant là, ce serait intéressant à cette saison, pour nous, c'est facilitant, on n'a pas eu de sollicitation, mais on verrait bien une visite, mettons, le 15 mai, soit à la demande, c'est-à-dire des groupes qui s'autoconstituent, et du coup, on va nous servir d'intermédiaire
entre ces groupes autoconstitués et puis les collectivités qui accueillent les groupes. Et donc, ça permet d'orienter également les collectivités intéressées. Donc, on a un rôle d'intermédiaire, si je devais résumer. Avoir à l'esprit que dans l'identification des réalisations inspirantes, il y a une ligne de conduite qu'on s'est toujours fixée, c'est de ne surtout pas retenir, vous savez, ces projets absolument formidables et exemplaires que personne d'autre ne se sentira en capacité de reproduire. Alors, il ne s'agit pas de les exclure par principe ou de les stigmatiser, mais on va avoir dans les collectivités certains projets qui sont vraiment exceptionnels, qui sont le fait de l'histoire, on va dire, ou d'un élu particulièrement volontariste, etc. Il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer. L'idée, c'est vraiment d'être sur des projets qui peuvent être reproduits, alors évidemment en tenant compte du contexte local. Il n'y a jamais une recette à appliquer, ce n'est pas une recette de cuisine. Il faut être un cuisinier et il faut tenir compte des composantes locales. Donc voilà sur cette diapo. Et sur la seconde, vous avez la carte des 6 départements du centre Val-de-Loire. Et bon, l'idée, c'est évidemment d'avoir une forme comment dire, de localisation un peu harmonieuse sur le territoire régional. C'est pas toujours évident. On est parti sur 8 premières visites en début d'année 2023. Il a été créé seulement en début d'année dernière, ce Biodive Tour. On va dire une bonne année de travail, de préparation. Donc l'année dernière, une douzaine de visites, 140 visiteurs. 100%, on a fait un petit sondage, bien sûr, il y a un petit questionnaire à l'issue, 100% des personnes déclarant être tout à fait ou globalement satisfaites. Donc il y a toujours des améliorations possibles. Sur le principe, alors c'est pas fini pour 2024, mais à ce stade, on est à 9 visites, une centaine de visiteurs, il y en a encore en décembre. Une visite, c'est en gros une demi-journée. L'idée, c'est de ne pas aller au-delà, de façon à ce que même si on a 2 heures de route pour venir, ça ne soit pas des horaires complètement décalés sur la journée. Et évidemment, toujours une découverte de terrain, donc une présentation en salle, et suivie de la découverte du projet. Et donc, les thématiques qu'on avait priorisées, au démarrage, c'était la gestion écologique des cimetières, les cours d'école résilientes, la renaturation des cours d'eau et zones humides, notamment avec une logique lutte contre les inondations, mais pas que. Tout le volet éclairage et biodiversité nocturne, la gestion du bocage avec la production d'énergie sur une visite, la gestion par pâturage de milieux naturels et la végétalisation. Et donc là, on vient d'ajouter 2 thématiques complémentaires qui sont la lutte contre les îlots de chaleur et une visite avec une cantine bio et locale qui s'appuie sur un maraîcher recruté par une collectivité sur une emprise foncière municipale pour favoriser les circuits courts et la production en local des plats présentés à la cantine scolaire. Donc voilà, dans les grandes lignes, sur ce projet. Merci Catherine. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, on fait aussi, l'ARB porte aussi certaines actions de mobilisation des acteurs. Vous l'avez vu ce matin. On a par exemple les rendez-vous biodiversité. Alors là, c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont réduites à une thématique autour des pollinisateurs dans le cadre du projet LIFE, mais c'est un format qui était utilisé par l'agence avant déjà et qui fonctionnait plutôt pas mal. On a des visites dans le cadre du réseau TEN. On en a une très intéressante à la Saint-Rémy dernièrement qui était extrêmement enrichissante, de voir, d'aller faire ces visites de terrain et de voir ce que font les territoires localement. On a la communauté ERC aussi, éviter, réduire, compenser, où il y a aussi une mise en réseau des acteurs, il y a un séminaire, il y a des journées, il y a des formations. Voilà, donc on porte aussi, on met en place des actions, mais on voit que c'est quand même aussi dans notre feuille de route et dans la transformation de l'ARB en établissement public, il y a une volonté d'aller plus loin, de davantage mobiliser tout type d'acteurs, notamment les citoyens. Alors tu parlais, Catherine, des collectivités, élargir peut-être aux entreprises. Et puis il y a aussi évidemment la question des citoyens, mais en faisant avec ce qui existe déjà, bien sûr, puisque de nombreux acteurs sont déjà sur ces champs-là.
Donc bon, nous, on est dans cette phase de réflexion, construction, et il nous semblait intéressant de profiter des assises régionales pour pouvoir avoir un échange avec vous aussi sur ce premier axe autour de la mobilisation des acteurs. Donc voilà, la parole est à vous si vous avez des questions déjà par rapport à ce que peut proposer l'ARB du Centre Val-de-Loire sur le BiodiveTour, pour avoir plus d'informations. Ou bien si vous avez des propositions ou si vous repérez des manques en région et auxquels il vous semblerait pertinent que l'ARB puisse répondre. Voilà, allez-y. Moi j'avais peut-être une petite question rapide, plus par rapport au BiodiveTour. Du coup, je ne sais pas si dans l'analyse un petit peu de ce que vous avez fait, le rayonnement en fait des visites, c'est-à-dire globalement vous avez des collectivités qui se déplacent dans un périmètre de combien de près de kilomètres? Parce qu'on est une très grande région, du coup c'est de savoir un petit peu comment. Alors pour vous, c'est vrai que l'exercice est plus délicat. Mais nous, la traversée de la région, on peut prendre quand même plus de 3 heures. Donc c'est vrai que dans le programme initial lancé en début d'année 2023, on avait une seule visite par thématique et que ce n'est pas facilitant. Donc on est en phase de densification, à la fois avec des nouveaux thèmes, ce que je disais tout à l'heure, mais aussi en proposant des visites sur des thèmes identiques, mais positionnés ailleurs en région. On peut prendre 2 exemples. Il y a les cours d'école résilientes là, à Olivet, dans le Loiret, et vient d'être proposée une visite complémentaire sur les cours d'école dans le Loir-et-Cher. Il y a un autre exemple, c'est tout ce qui est renaturation d'un cours d'eau au nord de Bourges, à Saint-Martin-d'Auxigny. Donc pour lutter contre les problèmes d'inondation dans le bourg sur cet exemple-là, et il y a à nouveau une deuxième visite proposée dans le Loir-et-Cher sur la commune de Mélan. Donc l'idée, c'est effectivement de poursuivre cette densification. À dire vrai, on avait plus de projets cette année, mais pour des raisons diverses et variées, il y a un certain nombre de projets qui ne sont pas encore aboutis, qui devraient voir le jour au printemps l'année prochaine. Mais oui, c'est un point très important. Et donc, on le fait sur les thématiques qui mobilisent beaucoup. Donc, les cours d'école mobilisent beaucoup. Donc, la commune d'Olivet a très gentiment accepté d'aller au-delà du nombre de visites qu'elle avait acceptées sur le principe, puisqu'on contractualise avec les collectivités hôtes. Ça, je ne l'ai pas dit, mais j'apporte cette précision. Ça permet aux parties de savoir à quoi on s'engage. La commune, elle s'engage pour 3 ans. C'est sur ce principe qu'on est parti jusqu'à maintenant. Pendant 3 ans, elle dit « Moi, je suis d'accord pour accueillir 3 fois des visites dans l'année. Ça sera uniquement les mercredis parce que c'est pour la cour d'école et ce jour-là, il n'y a pas les enfants à l'école. » Enfin, voilà, tout ça est défini de façon, et ça passe par une délibération du conseil municipal, de façon à cadrer les choses. Et ce que nous ont dit nos homologues des Hauts-de-France et de Normandie, c'est que les élections dans les communes n'avaient pas d'incidence. C'est-à-dire que les engagements pris par les collectivités dans des démarches comme celle-ci dépassent les calendriers électoraux et suivent leur cours. Donc ça aussi, c'est intéressant. Bonjour, Stéphane Trouba, je travaille à la LPO Poitou-Charentes. L'initiative là que vous avez présentée, le projet BiodiveTour, moi ça me parle particulièrement parce qu'on est confronté à une thématique biodiversité et bâti, plus précisément la prise en compte de la biodiversité liée au bâti dans un contexte de plan de rénovation du bâti, d'isolation par l'extérieur, qui prive pas mal de chauves-souris, oiseaux, de cavités qui sont précieuses. Tout ça, ça participe au cadre de vie, à la préservation évidemment de tous ces animaux, de toute cette faune. Et le frein finalement qui est important, c'est le niveau de connaissance des élus sur de telles problématiques, parce que les collectivités sont quand même des porteurs de projets qui sont importants en termes de chantiers, de rénovation de bâtis. Et donc, il y a des enjeux de conservation de toutes ces espèces qui sont, pour beaucoup des espèces qui sont sur des listes rouges, qui sont des espèces menacées. Et donc, comment mettre en place quelque chose et comment travailler en lien avec l'Agence régionale de la biodiversité pour créer des temps de formation et pas juste des temps de sensibilisation. Parce qu'en fait, bien souvent, les élus sont confrontés à des sujets où,
pourquoi pas, ils pourraient prendre en compte ce sujet, mais ils ont l'information un peu tard. Les professionnels du bâti, les architectes, n'ont pas ce niveau de connaissance, ou alors c'est de manière extrêmement rare. Et donc, ça passe par nécessairement un partage de connaissances, une montée en compétences des élus sur ce sujet. Sur le volet formation, je n'ai pas une réponse précise à vous apporter. En revanche, pour rester sur le dispositif BiodiveTour, ça fait partie des axes de travail. Et je peux m'appuyer sur un projet qui est déployé en Centre Val-de-Loire par France Nature Environnement, qui s'appelle Un toit pour la biodiversité, en lien avec des organismes de logements sociaux, et des projets qui ont démontré le très très faible coût occasionné par l'intégration des petits dispositifs pour conserver cet habitat pour un certain nombre d'espèces, et donc des retours d'expérience qu'on voudrait vraiment pouvoir valoriser. Alors ça ne répond pas à votre question par rapport à l'approche formation. En revanche, à partir du moment où on a découvert que c'était faisable à des coûts vraiment dérisoires par rapport au projet d'habitat en question, qu'il s'agisse d'ailleurs de construction ou de restauration, de rénovation thermique, c'est vraiment des projets intéressants et ça fait partie des thèmes sur lesquels on travaille. En fait, pour aller même plus loin dans mon raisonnement, à l'LPO et puis effectivement dans d'autres associations telles que France Nature Environnement, il y a déjà des actions ponctuelles qui sont menées de longue date en fait, hein, et qui sont des actions qui sont soutenues aussi par la région Nouvelle-Aquitaine, mais dans le cahier des charges des actions soutenues par la région, l'idée c'est de ne pas rester aux actions ponctuelles, mais de démultiplier et de faire en sorte de travailler avec plus d'acteurs encore. Et donc je me dis que peut-être qu'en travaillant avec l'ARB, il y aurait cette possibilité d'irriguer un territoire et d'aller beaucoup plus loin en termes de mobilisation des collectivités, etc., etc. Alors, il y a la question des cahiers des charges que vous soulevez qui est essentielle, sur laquelle on n'a pas tous la capacité à travailler, mais on a des collègues à la RBE Sud-PACA qui travaillent sur le sujet et qui nous proposent de mutualiser. C'est une clé d'entrée essentielle, parce qu'à partir du moment où vous avez eu la possibilité de sensibiliser à cet axe dont beaucoup de personnes n'ont tout simplement pas conscience encore, hein, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, et que vous mettez à disposition des cahiers des charges adaptés où vous pouvez effectivement dans les projets intégrer cette dimension, évidemment c'est facilitant et ça doit permettre de démultiplier les projets. Ce que me disent moi les collègues de FNE, c'est que la difficulté qu'il va falloir anticiper ensuite, c'est la construction, la fabrication concrète des systèmes d'accueil notamment des oiseaux, voire des chiroptères, parce que effectivement très peu d'acteurs les fabriquent. Et en tout cas sur le territoire régional du Centre Val-de-Loire, c'est le propos qui m'a été tenu, mais bon, très bien s'il y en a suffisamment, et qu'il fallait être vigilant à ce qu'on n'arrive pas à une forme de pénurie qui retarde des chantiers et que du coup ça soit contre-productif parce qu'on dise ouais elle est super votre idée mais bon on ne va pas prendre 3 mois pour installer le système adapté. Alors comment nous, en Nouvelle-Aquitaine, on peut se saisir du sujet et agir sans doute à plusieurs niveaux. Enfin, on n'en a pas évidemment, ça devra faire l'objet de discussions, de réflexions. Mais déjà, peut-être par rapport à l'accompagnement des territoires et des collectivités, il y a sans doute un levier là. En tant que maître d'ouvrage, une collectivité, elle peut aussi, dans ses cahiers des charges à elle, quand elle rénove un bâtiment ou même quand elle en construit, parce que même sur des constructions neuves, parfois, c'est pas forcément toujours très vertueux. Donc, on peut aussi, par ce biais-là, en tout cas nous, dans la charte que les collectivités doivent désormais signer quand elles s'engagent dans le cadre de la reconnaissance TEN, elles doivent s'engager à avoir des projets d'investissement qui ne soient pas défavorables à la biodiversité. Donc, par ce biais-là, on a une certaine exigence vis-à-vis des collectivités. Donc, en tout cas, ça peut être un des leviers. Faut-il qu'on l'identifie peut-être précisément, qu'il y ait un accompagnement un peu spécifique sur cet objet-là. Donc, ça peut être un moyen. Dans l'accompagnement aux entreprises, ça peut aussi être un moyen, soit sur leurs bâtiments, soit dans certaines filières, les entreprises de la construction. J'ai en tête l'exemple de la commission des travaux publics et des entreprises de travaux publics et des paysages de la Vendée,
qui a travaillé sur un guide. Alors, c'était pas tant sur l'intégration dans le bâtiment ou autour des bâtiments, c'était plutôt sur les aménagements paysagers dans les jardins des particuliers. Ils ont édité un petit fascicule de sensibilisation qui est remis aux propriétaires et aux particuliers. Et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant comme approche. Donc, c'est assez connexe aux propos et à la problématique que vous avez pointée du doigt. Donc voilà, il y a aussi possibilité par le biais des entreprises concernées, on parle des architectes, mais ça peut être aussi des entreprises de travaux, d'avancer sur de la sensibilisation et des outils de sensibilisation. Mais voilà, faut-il qu'on ait identifié cet objet précis pour produire auprès des différentes cibles des outils pertinents. Mais je pense que ça me semble cohérent avec notre champ d'action et notre expertise. Voilà. D'autres questions avant qu'on passe au deuxième exemple sur la question du porter à connaissance? Oui. Pour ma part, non, pas du tout. On n'a pas encore travaillé sur un registre comme celui-là. C'est vrai que spontanément, et vous l'avez dit, hein, on pense réglementation, on se dit ça relève de la police de l'environnement, c'est l'OFB qui est la bonne structure pour ce genre de situation, mais la dimension sensibilisation que vous évoquez, elle est essentielle. Après, j'imagine bien que quand il y a ce genre de projet, on va peut-être pas toujours avoir des publics intéressés par un guide les ayant prévenus sur les limites à se fixer. Donc, mais non, ce n'est pas un sujet sur lequel on a travaillé à l'heure actuelle. Nous, ce n'est pas un sujet qui est spécifiquement identifié. On a par contre été récemment interpellé par la Fédération française de canoë-kayak, la fédération régionale, par rapport à un dispositif qu'ils mettent en place qui s'appelle Gardiens des rivières et qui a vocation à sensibiliser les usagers, les kayakistes aux bonnes pratiques, aux enjeux de biodiversité. Donc on voit que sur les sports de plein air, les sports de pleine nature, il y a quand même un sujet, un enjeu. Est-ce à l'ARB de s'en saisir? En tout cas, la question reste ouverte, on la note et sans doute il y a un enjeu à l'échelle de notre région Nouvelle-Aquitaine, aussi vaste qu'elle est et hétérogène et avec plein de ressources naturelles qui se prêtent au sport de pleine nature. Donc bon, pourquoi pas. En tout cas, pas de réponse ferme, mais on prend note de cette question et de ce possible besoin. Reste à voir si c'est un besoin partagé. Il y a peut-être des initiatives, parfois des départements, Je vois que Cathy Prigent lève la main. Allez-y. Oui, je voulais dire qu'on a commencé à travailler, nous, direction de l'environnement, avec nos collègues de la direction des sports sur ce genre de guide pour les événements sportifs. Et puis, on aide à faire aussi, quand ils font des trails ou des choses comme ça, on aide à faire la notice Natura 2000. Et je voulais, dans le même ordre d'idées, vous dire que le bureau d'accueil des tournages de cinéma a fait aussi un guide avec nous, la direction de l'environnement, pour des tournages de cinéma. Donc on accueille beaucoup de tournages de cinéma en Dordogne. On a un bureau d'accueil pour faire des... Donc si ça vous intéresse, je peux vous mettre en contact avec l'agence qui s'en occupe et qui vous montre le travail qu'ils ont fait en matière de protection de la biodiversité. Enfin, entre autres, de l'eau, la gestion des déchets, la décarbonation le plus possible des transports, etc., etc. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'on est typiquement sur une thématique où les réseaux associatifs se sont mobilisés, mais évidemment pas la plupart du temps à des échelles régionales. En tout cas, chez nous, sur la traversée de la région par la Loire, il y a une initiative depuis des années maintenant de balisage et d'information sur tous les îlots de Loire pour éviter qu'il y ait effectivement des kayakistes qui débarquent, qui écrasent les œufs des sternes, etc. Donc cet exemple-là, je l'ai à l'esprit. Il y a des démarches comme ça par rapport à des difficultés
observer localement. Et là, typiquement, de mémoire, c'est avec la Fédération des Maisons de Loire, puisqu'il y a une maison de Loire dans chacun des départements ligériens chez nous. Mais pas une prise en compte globale. Oui, c'est intéressant à voir effectivement par rapport à ce qui existe déjà et s'il pourrait y avoir un message régional sur cette dimension. En tout cas, on prend note, on fera un compte-rendu de la journée, des ateliers, donc on y mettra les différentes suggestions. On est là pour ça, cet après-midi, cet atelier, il est fait pour ça, pour que on puisse un peu se permettre de dire ce qu'on imagine ou ce dont on aurait envie, puis ensuite on verra sur quoi ça peut déboucher. Et du coup, Cathy, si vous voulez nous envoyer le lien, on le mettra aussi ou les coordonnées, on mettra dans le compte-rendu. Voilà, merci. Enfin, si vous êtes d'accord, bien sûr. On passe peut-être à... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on passe au deuxième exemple. Alors, sur le volet plutôt relais des connaissances, portée à connaissance, porte d'entrée un peu unique sur la biodiversité pour faciliter l'accès à la connaissance. Donc, l'exemple du portail de la biodiversité du Centre Val-de-Loire. Donc c'est une histoire qui remonte dès la publication de la loi biodiversité. La ministre et le président du conseil régional se sont engagés à lancer des travaux de préfiguration pour créer une ARB. Et dès ces travaux de préfiguration, la volonté des acteurs régionaux a été de dire une agence régionale, ça devra être un centre de ressources sur la biodiversité. Donc ça a été un des premiers projets portés après la création. Donc 2 ans de travail avec les membres pour concevoir ce portail dont on a voulu dès le début qu'il soit collectif et collaboratif. Donc on parle du portail de la biodiversité Centre Val-de-Loire. On ne dit jamais le site internet ou le portail de l'ARB. La terminologie a un sens. L'idée c'est vraiment que ce soit un outil partagé. Et avec l'objectif d'en faire un média destiné à tous les publics, avec des entrées qui se veulent accessibles, découvrir, comprendre, agir, le volet ressources et un moteur de recherche volontairement assez précis pour pouvoir trouver les ressources dont on a besoin. Et donc on a mis en place une organisation spécifique pour le fonctionnement de ce portail, avec une charte éditoriale, évidemment. Le but c'est que il y ait dans la façon dont les sujets sont abordés et présentés sur le portail une ligne cohérente, de façon à ce que les contenus soient homogènes. L'idée, c'est d'avoir des approches à la fois techniques, scientifiques, mais accessibles. Un comité éditorial se réunit 2 fois par an pour envisager les orientations. Il est garant de la ligne éditoriale. Il y a une conférence de rédaction tous les mois pour programmer les publications, faire des appels à sujets, savoir comment on organise la communication sur le portail par rapport à des temps forts chaque année qui vont être le printemps, que se passe-t-il en hiver dans la nature, etc. Et donc ça nécessite un engagement humain important dont on avait connaissance dès le lancement. On a recruté une personne dédiée pour le projet qui, dans un premier temps, y a consacré toute son énergie. Et maintenant, ça représente un demi-ETP pour tout le volet animation, enrichissement du portail, auquel s'ajoutent des contributions du reste de l'équipe quand on est sur des pages thématiques. Ce n'est pas un exercice que conduit Marine Céleste, c'est les différents chargés de mission qu'ils construisent. Je vous ai mis aussi les éléments de budget pour que vous ayez une vision très concrète des choses, parce que c'est des éléments importants. On a souhaité se faire accompagner pour la conception. On n'était pas en capacité, on n'est pas informaticien, on n'avait pas cette compétence spécifique. Donc on a fait appel à une prestataire qui avait travaillé auparavant dans une agence web et qui se rendait bien compte qu'il y avait souvent un problème entre des clients qui avaient une intention mais qui n'arrivaient pas vraiment à la formuler de manière complètement adaptée pour en faire le développement et qui donc nous a accompagnés, donc une prestation conséquente, vous voyez, d'un montant de 48 000 €. Ensuite, on a fait le développement et on a une enveloppe annuelle d'environ 12 000 €. On a fait une moyenne avec
Cécile Lemeunier, on a repris l'ensemble des factures pour vous donner des chiffres. Donc c'est très bien qu'on ait eu l'exercice à faire parce qu'on ne l'avait jamais fait. Donc ça nous donne une vision beaucoup plus précise. Donc tout ce qui est maintenance corrective et évolutive, ça a un coût. Mais par exemple, on vient de faire retravailler la mise en forme de la newsletter. Et ça a eu un coût important. Et donc j'ai une deuxième diapo qui fait référence à tout le volet communication autour de ce portail, avec donc la lettre d'information mensuelle qui est systématiquement générée à partir des publications du portail. On utilise bien sûr les réseaux sociaux. Enfin, maintenant, ça s'arrête à LinkedIn parce que Facebook, on a été piraté, on n'a jamais pu remettre la main dessus. Donc, c'est réglé. Et tant qu'il existe, c'est compliqué parce qu'on aurait 2 adresses différentes. Enfin, voilà, on n'a pas réussi à solutionner ça. Donc, les réseaux sociaux, pour valoriser voilà, les pratiques, les besoins, des recommandations, ce bilan qui est en cours, de façon à pouvoir avoir un usage le plus adapté possible. Et puis, juste à titre d'info, au moment du lancement du portail, on avait fait une vidéo qui se voulait assez punchy et dynamique. On a aussi une carte postale que j'ai oubliée, je suis désolée. J'avais l'intention de vous en apporter. Et puis un fascicule un petit peu plus détaillé qui explique ce qu'on peut trouver sur ce portail. Voilà. Donc, on est satisfait de l'évolution des visites, puisque vous voyez qu'on a démarré la première année avec un peu moins de 30 000 visites dans l'année. Seconde année, près de 70 000. Et là, avant la mi-novembre, on était déjà à 94 000. Donc, c'est réjouissant dans le sens où on a explosé l'objectif qu'on s'était donné. Donc, ça signifie que ça trouve son public. Ça signifie que l'intention qu'on y a mis et les moyens conséquents qu'on y consacre sont adaptés. Le constat, il était simplissime. Il était de dire sur le champ de la biodiversité, dans une région comme la nôtre, mais probablement partout ailleurs, pareil, vous avez un nombre de sites internet phénoménal, avec chacun des outils particulièrement intéressants, etc. Mais quand vous ne savez pas où trouver l'information, c'est vraiment d'une difficulté quasi insurmontable. Donc l'idée du portail, c'est évidemment surtout pas de s'accaparer les ressources qui existent par ailleurs. En revanche, c'est d'orienter les visiteurs vers les ressources, donc ils sont informés, ils suivent le chemin en fonction de l'information dont ils ont besoin, ils savent quand ils quittent le portail, et il s'agit aussi de générer des ressources en propre. Donc ce sont vraiment des contenus très conséquents qui sont conçus, et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, ce n'est pas que la réunion mensuelle, évidemment. Donc avec des formats différents pour essayer de répondre aux besoins de publics diversifiés, ça va être des pages thématiques d'information, ça va être des dossiers thématiques, donc ça c'est un gros travail de fond, par exemple sur les cimetières, par exemple sur la végétalisation, par exemple sur les cours d'école. Ça va être effectivement une diversité de formats, des portraits, des interviews, pour essayer de toucher l'ensemble des publics, parce qu'il n'y a pas de raison, on fait tous le même constat. On a toujours des personnes sensibilisées, prêtes à s'engager, à agir, et puis finalement on s'aperçoit qu'on a du mal à toucher des publics plus éloignés. Donc le pari fait, je ne sais pas s'il est totalement gagné parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un suivi, on ne sait pas d'où viennent les visiteurs. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas identifier, mais l'augmentation des visiteurs, en tout cas un signal positif. Il y a un petit schéma pour finir qui vous montre effectivement depuis la mise en ligne en janvier 2022. Donc vous voyez, ce n'est pas une ligne droite, parce qu'il y a les étés. Et alors, l'été, il y a comme un creux à chaque fois, juillet-août. Mais en dehors de juillet-août, on voit bien effectivement cette croissance. Bon, on imagine bien que ça ne va pas être comme ça pendant 10 ans. En revanche, c'est satisfaisant sur les services que ça doit rendre. Vous étiez à combien avant ce site internet? Vous aviez un autre outil, j'imagine? On avait un outil qu'on avait fait pour la création de l'agence et on était à peu près 10 000 visiteurs. C'est vraiment ce nouveau portail qui a boosté la fréquentation. Et quand on s'est lancé, il y a eu discussion avec les autres ARB et tout le monde nous a dit « Oh là là, c'est trop lourd votre truc. Non, nous, on ne va pas faire ça. » Aujourd'hui, je pense qu'il est regardé avec un autre œil. Oui, c'est un gros projet.
mais en revanche, les résultats obtenus sont quand même très intéressants. C'est aussi un outil, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est essentiel, c'est aussi un outil pour l'équipe. Parce qu'à partir du moment où vous intervenez auprès d'une collectivité qui vous questionne, c'est hyper facile une fois que vous avez la page qui va bien. Vous avez l'échange téléphonique avec la collectivité et vous lui dites, voilà, vous répondez évidemment aux questions, vous accompagnez la personne qui est venue vers vous et vous l'orientez directement vers le lieu sur le portail où toute la matière à disposition sera accessible. Donc c'est aussi un outil très intéressant pour l'équipe de l'agence. Du coup, donc il y a une personne à mi-temps qui alimente et qui travaille sur des dossiers d'actualité. Et les partenaires peuvent aussi saisir directement sur le site? Alors, les membres de l'ARB ont été formés et peuvent tout à fait... Donc, il y a une validation, évidemment, mais ils font tous les contenus. Si on prend l'exemple de l'entrée Natura 2000 sur le portail de la biodiversité, c'est le collègue de l'Adréal, puisque c'était avant le transfert de compétences, c'est le collègue de l'Adréal qui a conçu l'ensemble des pages, très bien faite d'ailleurs, et avec toute la matière accessible. L'Adréal n'ayant pas un site particulièrement visible et accessible, c'était évidemment une opportunité de valoriser toute cette matière. Merci Catherine. Donc, comme pour le premier exemple, place aux questions, aux échanges, si vous souhaitez avoir plus d'informations ou, comme tout à l'heure, faire des suggestions. Donc, nous, évidemment, Nouvelle-Aquitaine, c'est pareil, il y a différents outils. On a un site internet, mais pas sur un portail. Alors, on a un site ressources qui est extrêmement riche, avec beaucoup d'informations, beaucoup d'outils, mais peut-être justement, quand en effet, on ne sait pas, soit si on ne sait pas précisément ce qu'on cherche, soit on ne sait pas toujours trop comment y accéder. Du coup, l'information, elle n'est pas forcément évidente à trouver. Donc, on a un véritable enjeu de mise en lumière et de rendre plus lisible la richesse parce que véritablement, on a beaucoup d'outils cartographiques, d'outils indicateurs, de fiches communales, intercommunales. Enfin, ça regorge d'informations, mais pas évidentes du tout à aller trouver. Voilà, donc voilà, place aux échanges. Ça vous fait même pas un petit peu rêver, ce portail? Parce que nous, ça nous fait rêver, en tout cas. Est-ce que vous, que pensez-vous des outils, que soit des nôtres ou des outils qu'on peut trouver à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine? Est-ce que vous trouvez que c'est assez lisible, assez facile d'accès, que quand on est un territoire ou un porteur de projet, on arrive facilement à s'y retrouver? Est-ce que c'est un enjeu, l'accès à la donnée? Oui, Kevin Lelarge de la réserve du Pinail. Il y a un vrai enjeu, en effet, de porter à connaissance et de simplifier un petit peu la connaissance en matière de biodiversité. Je crois que l'agence a quand même une belle réussite en matière d'eau. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, et c'est vrai que ça donne envie d'avoir la même visibilité et la même reprise des éléments, notamment quantitatifs, de la ressource en eau pour la biodiversité. Donc évidemment, avoir un portail qui synthétise et qui soit accessible au plus grand monde, ça donne envie. Du coup, ma question, moi, c'est par rapport à des indicateurs. Qu'est-ce que vous communiquez en fait avec ce portail sur des tendances de la biodiversité ou autre? Est-ce que vous avez déjà un panel d'indicateurs qui montrent l'état de la biodiversité ou l'état d'avancement des politiques en matière de préservation de la biodiversité? Comment se porte le porter à connaissance? Qu'est-ce que vous valorisez concrètement en termes de communication? La création du portail a correspondu à la fusion du site internet de l'agence qui préexistait et du site internet de l'Observatoire régional de la biodiversité, qui maintenant est totalement intégré dans le portail. Donc vous retrouvez sur le portail l'ensemble des productions de l'Observatoire. Donc oui, évidemment, indicateurs, mais toutes les publications diverses et variées qui peuvent être produites, que ce soit l'état des lieux régional de la biodiversité tous les 5 ans, des infographies avec des chiffres clés qui permettent de comprendre
comment la biodiversité se porte sur le territoire régional, mais aussi en comparaison avec des moyennes nationales. Enfin, effectivement, c'est vraiment le lieu unique, qui est devenu le lieu unique des éléments qui sont produits pour partager la connaissance. Oui, c'est une bonne idée, ça, je me disais. Connecté au portail. Donc vous avez, quand vous entrez dans Découvrir, vous voyez une entrée, si on peut juste revenir, vous avez, bon, évidemment, la biodiversité tissu vivant, en Centre Val-de-Loire, sortir en pleine nature, retour d'expérience, et vous avez en bas l'observatoire. Et donc c'est là que vous retrouvez l'ensemble des productions, y compris des 3 pôles thématiques qui structurent l'observatoire régional et qui sont plus finement nourris par les animateurs que sont le Conservatoire, le CBNBP et FNE Centre Val-de-Loire. Donc ça, c'est l'entrée Découvrir. Dans Comprendre, vous allez retrouver tout ce qui relève des causes de perte et aussi des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Ça, quand on parle d'enrichissement, c'est quelque chose qui n'était pas à la création du portail début 2022. Le rôle d'animateur régional sur les solutions fondées sur la nature a nourri tout ce volet. Et c'est une entrée particulièrement adaptée pour travailler avec les collectivités, puisqu'on part des compétences et donc on y injecte la dimension biodiversité, des éléments chiffrés et les dossiers thématiques. On peut aller sur dossiers thématiques, c'est intéressant. Donc quand je disais tout à l'heure que c'était un gros travail, on va retrouver effectivement via cette entrée-là de la matière. Donc là, on va les voir apparaître. Un sur biodiversité et agriculture, cimetière et biodiversité, climat et biodiversité, crues et biodiversité, éclairage et biodiversité. Et le prochain à apparaître en janvier est sur santé et biodiversité. Donc c'est à minima 6 mois de travail avec les acteurs régionaux référents sur le sujet en question, de façon à avoir une vision partagée et qui serve de base à tout un chacun s'intéressant à ce sujet. Alors l'idée, parfois c'est un peu lourd, soyons honnêtes. Donc moi j'insiste beaucoup pour les lectures à plusieurs vitesses, avec des zooms sur, des focus, qui permettent d'avoir des lectures d'ensemble. Et la mise en page du portail permet de conserver l'organisation avec un sommaire, et donc on sait où on est, on peut remonter, descendre. Enfin, on a voulu tout ce genre de facilitation pour les lecteurs. Peut-être une question complémentaire. Vous avez évoqué aussi le fait que c'était ne pas prendre la place des acteurs en place, mais plutôt favoriser les synergies. Comment est-ce que vous avez réussi ce défi? Comment vous avez opéré le référencement des acteurs présents sur votre région et favoriser cette synergie d'action pour avoir des productions communes comme ça sur un site centralisé? Alors, les productions communes, elles sont le fait des partenariats qui se font le temps passant. Je prenais l'exemple là du dossier qui est en cours sur santé et biodiversité. On ne travaillait pas avec l'ARS au moment de la création de l'ARB. Maintenant, on est porteur d'une action du plan régional santé-environnement qui a été lancé en début d'année. Donc, les choses se mettent en place au fur et à mesure. Et sur le fait de ne pas faire à la place d'eux, c'est une vigilance de chaque instant. Je pèse mes mots. Depuis que l'ARB a été créée, le nombre de fois où on a été sollicité par un journaliste, par une entreprise, sur un registre qui ne relevait pas de nos missions, mais qui relevait de telle association, de tel réseau, d'un service de l'État, de la préfecture. Et quand je dis c'est une vigilance de chaque instant, je pense qu'il ne faut pas qu'on se rate sur un domaine comme celui-ci. C'est un peu la manière dont je dis les choses de manière très crue en interne. Une très grande vigilance, parce que si on doit faire 1, 2, 3 erreurs, on ne nous fera plus confiance. Donc après, sur le réseau d'acteurs, comment on fait? Alors c'est certainement plus facile à notre échelle avec seulement 6 départements, mais quand on travaille sur ces sujets depuis un moment, le réseau des acteurs, d'abord, ils sont souvent fédérés. L'ensemble des... Je n'ai pas présenté l'ARB Centre Val-de-Loire, mais parmi les membres, les 22 structures membres, vous retrouvez les têtes de réseau associatives, les représentants de la chasse, de la pêche, le CNPF, l'ONF, tous les réseaux sont représentés. Et après, il faut aussi que je sois très honnête avec vous, la mobilisation des acteurs, elle n'est pas toujours gagnée, quoi. Parfois, sur certains dossiers,
on aimerait bien pouvoir mobiliser tel ou tel. Et ce n'est pas une histoire de motivation, justement, c'est un problème de disponibilité, de temps à consacrer. Enfin, on est tous confrontés à ça et c'est normal, c'est la vraie vie. Donc, ce n'est pas toujours facile. Parfois, ça peut amener les projets à prendre davantage de temps. Mais effectivement, c'est une vigilance permanente pour bien conserver des rôles à part entière et éviter des tensions qui ne manqueraient pas d'apparaître si jamais on devait ne pas être vigilant. Je pense une question complémentaire par rapport au sujet. Finalement, de la matière disponible en termes de connaissances sur tous ces sujets sur votre site, enfin sur votre portail, pardon, et puis sur plein d'autres portails ou sites internet, il y en a plein. Mais de quelle manière est-ce que ça s'organise à l'échelle de votre territoire, de votre région, pardon, le porter à connaissance de toute cette matière et l'utilisation par les élus? En gros, je suis élu dans une commune lambda, et puis j'ai un projet, et de quelle manière est-ce que, non pas qu'on s'assure que je vais aller sur le portail de l'ARB, mais en tous les cas, de quelle manière est-ce qu'on vous anticipez, et que ce soit valable d'ailleurs en Centre-Val de Loire ou alors en Nouvelle-Aquitaine, de quelle manière est-ce que toute cette matière, elle est animée quelque part, de sorte à ce que tous les élus ou toutes les structures soient bien conscientes qu'elles disposent d'une matière qui est quand même assez précieuse. Alors on a fait l'acquisition là récemment à un certain nombre d'ARB d'une base qui nous permet d'avoir les contacts dans les différentes instances, collectivités, etc. Mais c'est tout récent. Sinon, on utilise, et c'est à ce titre, je disais tout à l'heure, que c'est aussi un outil essentiel, ce portail, pour l'équipe. On utilise cette matière au gré de toutes les interventions, les journées thématiques qu'on utilise. Il y a toujours une petite page qui rappelle l'ensemble des éléments qui sont à disposition en montrant les pages ressources, les documents de référence adaptés. Et on en discutait justement avant que je vienne aujourd'hui avec Marine Céleste qui anime les travaux du portail. Je la questionnais en lui disant: est-ce que tu as de la visibilité sur les axes de communication qui sont les plus efficaces pour faire connaître la richesse de cette matière qu'il y a et qui ne fait que s'enrichir le temps passant. Et elle me disait qu'elle a effectivement pu visualiser le fait qu'à chaque intervention d'une personne de l'équipe, c'est là que la connaissance de cet outil est la plus partagée et qui génère le plus d'utilisation. Donc on le fait systématiquement. Après, on s'est doté de petits supports de communication, comme toutes les agences, sur des dispositifs, etc. Systématiquement, ça renvoie évidemment vers le portail. Donc c'est cette utilisation au quotidien dans les échanges avec les acteurs avec lesquels on est amené à échanger, travailler, qui fait que je pense que c'est aussi ça qui justifie cette augmentation du nombre de visites. Et c'est vrai qu'on a des retours qui montrent que ça répond à un besoin et au questionnement. Est-ce que les structures partenaires, elles communiquent aussi Alors ça a pris un peu de temps. Ouais, c'est difficile. Honnêtement, on n'est pas encore arrivé pour les membres. Je dois dire que Marine a eu des moments un peu de difficulté en se disant mais je fais tout ce que je peux et j'arrive pas à le mobiliser. Parce que je suis intervenue il n'y a pas très longtemps au sein d'un réseau d'associations et puis après mon intervention, c'était sur un champ vraiment très ciblé. J'ai eu une question un peu virulente d'une directrice me disant mais comment est-ce que vous parlez de notre site, etc. Donc j'ai répondu qu'il y avait une page, que c'était effectivement tout est très lisible et très accessible. Ah bon, c'est bien, elle ne savait pas. Et je lui dis, et vous, dans le sens inverse, est-ce que vous faites référence à ce portail régional qui est vraiment, qui a vocation Ah, mais non. Donc, alors je pense que pour les membres de l'ARB, on a quasi réussi maintenant à franchir cette étape.
Mais oui, ça a pris du temps et demandé pas mal d'énergie. Oui. En fait, c'est pas juste un outil, c'est aussi des habitudes de Oui. travail. Et puis probablement aussi pour certains une forme de crainte de concurrence. Et, enfin, on peut se dire les choses simplement. Hein. D'autres questions ou propositions? On peut élargir aussi. C'est vrai qu'on était parti. Enfin, il reste, je pense, assez peu de temps, parce qu'il est 16h05. 10, oui, ok. Bon, personne ne rentre, donc j'imagine qu'on est libre. Oui, oui, oui. Donc on peut aussi élargir, enfin, si vous avez d'autres suggestions, d'autres points de vigilance, problématiques à pointer. Ah, pardon. Oh, pardon. Bah, pourtant, j'avais des signes, mais je regardais là-bas. Oui, c'est moi. Bonjour, Marie-Rosa, donc à l'Adrial, la gouvernance ou partenariat stratégie biodiversité. J'avais une petite question. Si vous avez lancé un questionnaire en direction de tous les partenaires de la biodiversité pour savoir ce qu'ils attendaient de la future plateforme Enjeux Biodiversité. Et je voulais savoir si ça répondait, si les gens... voilà, est-ce que vous avez une visibilité sur ça ou pas? Oui. Du coup, on a une quarantaine de réponses à ce jour à cette enquête sur l'outil Enjeux Biodiversité qu'on a évoqué ce matin, qui est en cours de développement et qui visera notamment les porteurs de projets d'aménagement du territoire pour les aider à identifier les possibles impacts de leurs projets et donc les aider à appliquer la séquence éviter, réduire, compenser. Et on a beaucoup de réponses de bureaux d'études, parce qu'il y a eu un gros relais par la communauté ERC, des réponses aussi de certaines collectivités, je crois, mais assez peu encore des services de l'État. Donc c'est bien que tu poses la question, Marie. Je compte aussi sur ton relais auprès des collègues.